Olivier de Scuter est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le rapporteur des Nations Unies sur l'extrême pauvreté dans le monde et les droits humains. Alors on va voir ce que vous attendez notamment de ce sommet de Paris. On va faire le point aussi sur l'état de ce qu'on appelle l'extrême pauvreté dans le monde. Mais d'abord tout de même une réaction à ces images qui font la une de l'actualité. Alors même que se tient ce sommet, Ceuta, enclave espagnole, qui voit arriver des milliers de migrants, au-delà de savoir si les autorités marocaines ont laissé passer ou non. Qu'est-ce que ça nous dit, selon vous, ces images ? Celles et ceux qui migrent ne sont pas les personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Ce sont des gens, en général, qui ont de la famille, des réseaux en Europe, qui ont les moyens de voyager, qui courent des risques. Et ce que révèle cette affaire, c'est tout de même que, comme la Grèce et l'Italie, l'Espagne n'est pas suffisamment aidée par la solidarité européenne. Et pour moi, cette catastrophe de ces morts en Méditerranée, qui ne sont pas ceux de Ceuta et Melilla, mais qui sont ceux qui généralement tentent une traversée bien plus dangereuse, c'est vraiment l'échec de l'intégration européenne. Et je pense qu'on doit faire face à, ou demander beaucoup plus de solidarité en Europe par rapport à ce phénomène. C'est juste une petite question comme ça qui me vient. Vous dites ceux qui sont dans l'extrême pauvreté, ils ne migrent pas, ils deviennent quoi alors ? Ceux qui migrent sont ceux qui ont les moyens de se déplacer, qui ont des informations. C'est au fond des gens souvent diplômés qui peuvent d'ailleurs apporter aux sociétés européennes des compétences. Mais les plus pauvres ? Et les plus pauvres attendent des solutions locales. Et je pense qu'on a tout intérêt à développer, c'est ce que veut faire le sommet pour les économies africaines, à développer les opportunités locales pour donner de l'espoir à une jeunesse qui sinon peut se radicaliser. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que les jeunes dans la bande du Sahel, par exemple, en Somalie, au Mali, au Nigeria, au Niger, qui tombent dans le radicalisme politique, c'est souvent des gens qui n'ont pas de perspective, qui sont affectés par les changements climatiques, qui voient des États s'effondrer autour d'eux et qui se radicalisent parce qu'il n'y a pas d'avenir. Qui sont enrôlés par des groupes Absolument. armés. Comment on définit l'extrême pauvreté ? Concrètement, c'est quoi ? Alors, il y a une mesure de l'extrême pauvreté qui est celle de la Banque mondiale, qui est tout à fait dérisoire, qui consiste à dire que est une personne en extrême pauvreté, une personne qui a moins de 1,90 $ par jour pour survivre, oui, en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que c'est ce qui permet... c'est le pouvoir d'achat qu'on a aux États-Unis en 2011 avec 1,90 $. C'est dérisoire. C'est l'équivalent, si vous voulez, de 1,41 € au Portugal aujourd'hui, c'est-à-dire 45 € par mois. C'est absolument absurde. Donc il faut des mesures de pauvreté beaucoup plus réalistes que celles que la Banque mondiale nous propose. 700 millions de personnes dans le monde vivent sous l'extrême pauvreté. Selon ce critère-là. La réalité, c'est que des personnes qui ne parviennent pas à s'en sortir et qui ne peuvent que dépendre de la solidarité familiale sont beaucoup plus nombreuses. Alors, il y a cette pandémie. La comparaison, peut-être d'abord, 1980, 40% de la population mondiale vivait dans l'extrême pauvreté. 10% aujourd'hui, donc disons-le clairement, ça va mieux, et tant mieux. 10% aujourd'hui, et la pandémie, quel a été son impact sur l'extrême pauvreté ? Alors, on le sait déjà ou pas encore ? D'abord, ça va mieux. Mais ça va mieux parce que la Chine a fait des progrès extraordinaires en matière de réduction de la pauvreté, passant de 750 millions de personnes en extrême pauvreté en Chine à pratiquement 5-6 millions aujourd'hui. Si on enlève la Chine de cette carte, en fait, l'extrême pauvreté n'a pas régressé, elle a plutôt progressé, notamment au Maghreb, en Afrique du Nord. Par ailleurs, oui, la pandémie a des impacts considérables. On estime qu'on va voir les chiffres de l'extrême pauvreté augmenter de 115 à 120 millions de personnes. C'est une augmentation qu'on n'avait jamais vue par le passé, parce qu'on était toujours sur une pente de progrès, et aujourd'hui on régresse, on perd des années de développement. Il y a un paradoxe aussi, c'est que l'Afrique concentre aujourd'hui 60% des individus extrêmement pauvres à travers la planète. Selon la Banque mondiale, ça va atteindre 90% si rien n'est fait en 2030. Pourtant, dans les années 1990, c'était plus bas. Comment l'expliquer ? La croissance de la population africaine est un facteur explicatif. C'est là que les taux de natalité sont encore les plus élevés. Et donc, il faut que l'économie puisse croître pour satisfaire les attentes de cette jeunesse qui commence à se développer en Afrique. Ce sont des sociétés encore très jeunes. Et donc, c'est une partie importante de l'explication. L'autre partie de l'explication, c'est que ce sont des pays qui n'ont pas pu diversifier leur économie, dont les revenus d'exportation sont principalement des matières premières ou le résultat de l'exploitation de ressources naturelles. C'est des pays qu'on n'a pas permis de s'industrialiser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils ne sont pas les gagnants de la mondialisation, comme le sont par exemple des pays du sud-est asiatique. Le Vietnam notamment. Le Vietnam, la Corée
du Sud, par exemple, qui ont réussi à bénéficier grandement de la mondialisation. Ce n'est pas le cas de la plupart des pays africains. Alors vous avez décidé d'agir concrètement, vous avez lancé le Fonds mondial de la protection sociale. Où en est le projet et quel est le mécanisme ? Alors, la France soutient cette idée généreuse et importante qui consiste à dire qu'il faut soutenir bien davantage les investissements que les pays en développement font pour la protection sociale de leur population. Aujourd'hui, on a 55% de la population mondiale qui n'a aucune protection sociale quelconque, 4 milliards de personnes, et ceci parce que les gouvernements n'ont jamais mis la priorité sur cette protection sociale. On peut les y aider en leur donnant un incitant financier à le faire et en les protégeant contre le risque que leur système de protection sociale devienne insolvable. C'est cela que veut faire ce Fonds mondial de la protection sociale que la France pousse au sein du G7, au sein du G20, et qui serait le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'avenir. Il y a la question aussi des vaccins qui se pose, difficile de ne pas l'évoquer. Certains disent que, y compris dans ce sommet de Paris, il y a la question de la dette, mais l'autre grande question, c'est aussi celle de la vaccination anti-Covid-19. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Écoutez, il y a deux aspects dans la vaccination. Il y a d'abord l'envoi de vaccins vers les pays qui n'ont pas les moyens de se les procurer, qui permet de soulager dans l'immédiat les populations. L'Europe a réagi avec une certaine solidarité en envoyant effectivement des doses de vaccins après qu'on soit certain que la population européenne puisse en bénéficier. L'autre question, c'est la question des droits de propriété intellectuelle qui font peur à Pfizer, à Sanofi, à d'autres grandes firmes pharmaceutiques, parce que, comme vous le savez, l'Afrique du Sud, l'Inde ont demandé en octobre 2020 que l'on renonce à ces droits de propriété intellectuelle et une négociation est entamée depuis au sein de l'OMC pour que les 164 pays membres de l'OMC acceptent au fond de renoncer à cette protection. Et renoncer à cette protection, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout le monde pourra préparer des vaccins partout dans le monde sans devoir passer par ces firmes pharmaceutiques qui ne pourront plus, au fond, revendiquer le respect de leurs droits de propriété intellectuelle. En attendant, Joe Biden dit qu'il va livrer 20 millions de vaccins dans les pays du Sud. Il était temps ? Il était temps parce que les États-Unis, jusqu'à présent, ont gardé aux États-Unis les vaccins produits chez eux. En même temps, Biden a dit qu'il renoncerait volontiers à cette protection des droits de propriété intellectuelle, mais sans capacité de produire les vaccins, sans les matières premières, sans le know-how, si vous voulez, qu'il faut, notamment pour les vaccins de seconde génération, les ARN messagers. Il faut que la capacité de production soit présente aussi dans les pays en développement. Sinon, l'accès à la technologie ne suffit pas si on ne peut pas utiliser ces technologies sur place. Ouais. Quel est le poids du changement climatique sur la paupérisation dans le monde et notamment en Afrique ? Est-ce que vous avez des données à ce sujet ? Oui, alors il y a deux grands facteurs aujourd'hui qui expliquent la progression de la pauvreté, c'est les changements climatiques et c'est les conflits. Les deux sont liés d'ailleurs. On a des études qui montrent combien les changements climatiques, les ruptures climatiques amènent du conflit. On a des études qui montrent ça sur des longues échelles de temps. J'étais en Syrie en septembre 2010, 6 mois avant le début de la guerre civile, qui dure maintenant depuis 10 ans en Syrie. Et je me rappelle très bien avoir dit au gouvernement syrien à l'époque qu'en raison de 4 ou 5 années successives de sécheresse et des migrations de population depuis le nord-est syrien vers Damas, vers Alep, vers Homs, le gouvernement allait avoir une crise sur les bras. Le gouvernement n'a pas réagi. Il se retrouve 10 ans plus tard avec une guerre civile qui a sa source dans les sécheresses successives auxquelles les gouvernements n'ont pas répondu. Le cours du blé en Égypte aussi, à l'époque, au cours des printemps arabes, c'était un peu la même chose. Comment prendre en compte justement cette problématique ? Le droit à l'alimentation, le changement climatique, comment vous pouvez agir ? Écoutez, il faut préparer beaucoup mieux les populations à cela. Il y a deux outils, évidemment. Il y a d'abord la protection sociale. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était sous-développée. Il faut investir là-dedans, comme on l'a fait pour l'éducation et la santé, protéger la sécurité d'existence pour permettre aux ménages de rebondir, aux sociétés d'être plus résilientes. Et puis, il y a des manières de pratiquer l'agriculture qui sont beaucoup plus résilientes au choc climatique. L'agroécologie, qui mise sur la diversité des cultures, qui mise sur les intrants locaux, qui permet de réduire la dépendance sur les énergies fossiles. Ce sont des solutions qui existent et les gouvernements africains doivent réinvestir dans cette agriculture-là, résiliente et qui permet de dégager des revenus pour les petits agriculteurs. Merci beaucoup Olivier De Scutter d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le rapporteur de l'Organisation des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Merci beaucoup. Avec plaisir.